et quand la science apparaît-elle ? La science a une histoire, et cette histoire est irrépressible et comme irréversible. Elle est irréversible comme un flux, comme une rivière, comme un fleuve. Et nous avons l'habitude de regarder les fleuves comme si nous étions un satellite, ou si on les voyait à des centaines de kilomètres de haut. Ou mieux encore, comme si on les lisait dessinés sur une carte. Alors qu'il s'agisse de la Vienne, de la Garonne, du Danube ou du Yukon, on voit une ligne bien dessinée parcourir un pays et donc se jeter, comme on dit, dans quelques mers et commencer à une source. Ça, c'est le point de vue de survol, de très haut. Le point de vue ou du satellite, ou du dessinateur, ou du lecteur de l'Atlas. Mais il faudrait descendre de ces hauteurs et regarder le fleuve de plus près, de très près. Les mariniers savent qu'on ne descend pas le fleuve si facilement. Que ici, il y a un courant qui les amène vite, que là, il y a un contre-courant qui les ramène dans l'autre sens, qu'ailleurs, il y a un gravier qui les empêche de passer, et que, sous de plus hautes latitudes, quelquefois, à un moment donné de la nuit, le fleuve gèle, il s'embâcle, comme on dit, et il faut attendre la débâcle. L'histoire coule comme cela. Non pas de façon simple, irréversible, mais de manière réellement compliquée. Considérer ce flux ou ce fleuve impose l'idée qu'ils ont une source. Une sorte de petit lac. Dans cette flaque-là est la source du Danube ou de la Seine. Mais c'est une flaque, c'est un bassin. D'où vient l'eau? Et de nouveau, la chose se complique. En effet, et c'est même contradictoire, la source est une embouchure. La source n'est pas un amont absolu, c'est déjà un aval. Et l'aval de 1001 petits ruisselets, de 1001 petits canaux qui partent de telle prairie, de telle nappe phréatique, de 1000 pointes d'un glacier, de pluies résiduelles qui ont fait une flaque plus loin. Bref, la source elle-même est un recueil. Et voilà qu'il en est de même pour les sciences. On croit, à un moment donné, avoir saisi la source quelque part. Voilà, dit-on, la géométrie est née là, la physique ou la mécanique est née à tel moment, la chimie est née sous cette telle culture et on croit trouver l'origine. Et tout d'un coup, l'origine fuit. Il faut remonter encore plus loin, un peu comme dans la source du Danube ou de la Seine, il faut essayer de trouver les petits ruisselets qui alimentent ce bassin de recueil qu'est la source. Par conséquent, le problème de l'origine devrait se résoudre de deux manières. D'abord en remontant au-delà de ce qu'on croit être l'origine, et ensuite en faisant proliférer ce que l'on croit unique. Non, l'origine n'est jamais à un endroit, à un moment, dans une culture, sur la tête d'un homme ou dans une circonstance particulière, mais se multiplie en diverses circonstances et lieux. Il faudrait prendre l'habitude de dire non pas l'origine de telle science, mais les origines. On a toujours avantage à parler au pluriel. Feature in space. Ellison Onizuka and payload specialist Greg Jarvis. Big smiles today. T-minus 15 Constantly seconds. getting into the van. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We
have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control program. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good AP. Le 28 janvier 1986, à Cap Canaveral, il est 11h39. La mise à feu de la fusée Challenger vient d'être lancée. La fusée décolle et 74 secondes après, elle explose, mettant à mort 7 membres de l'équipage. Ce voyage se termine par la mort. Il arrive quelquefois que des romans, que des récits complètement imaginaires disent le vrai des récits plus vrais qu'eux. Et donc, en 1865, Jules Verne, romancier d'anticipation, dit-on, écrit un roman qui berça notre enfance et qui s'appelle « De la Terre à la Lune ». Si en effet on tirait un obus vers la Lune prise pour cible, on calcule la taille du canon, l'inclinaison du canon, et on décide en effet de creuser ce canon, non pas à Cap Canaveral, mais presque à Cap Canaveral, c'est-à-dire dans la péninsule de la Floride. Pourquoi ? Bien pour bénéficier du mouvement de rotation de la Terre à l'endroit où elle est la plus enflée, c'est-à-dire proche de l'équateur, pour profiter de cette accélération pour que l'obus puisse quitter l'attraction terrestre. Calcul parfaitement correct et confirmé par nos expériences aujourd'hui. Un journaliste français nommé Michel Ardan télégraphie et dit « Cet obus doit être creux et j'y prendrai place dedans ». Le tir vers la Lune devient le premier vol habité. Bien entendu, les Américains, jaloux de cette idée, veulent prendre part au voyage. Michel Ardan et les 2 Américains, Nicole et Barbicane, prennent place dans cette bombe, dans cet obus. Et voici que, 125 ans plus tôt de l'histoire de Challenger, voici que nous sommes au moment de la mise à feu de la Columbiad. Il faut dire aussi qu'ils avaient amené dans leur voyage non seulement des hommes, mais aussi des animaux, un chien, une chienne, pour essayer de multiplier ces animaux sur la Lune, puisque nous sommes en train de partir pour la Lune. La chienne s'appelait Diane, et le chien satellite, 2 noms astronomiques, bien entendu. Non, 2 noms mythiques. Non, 2 noms à la fois mythiques et astronomiques, c'est-à-dire disant à la fois le passé de la science, c'est-à-dire le mythe, et l'avenir, c'est-à-dire l'astronomie. Et tout d'un coup, feu. Feu, et voilà l'obus, c'est-à-dire l'habitacle, lancé vers la Lune. Bien entendu, le choc est gigantesque. N'importe quel calcul aurait montré que l'obus se serait liquéfié, tuant immédiatement les occupants. Mais, au bout d'un certain temps, Michel Ardan se réveille, les 2 Américains se réveillent, et voilà donc que sur le choc, le chien mâle meurt. On essaie de le réveiller, mais on voit très bien que le choc l'a définitivement tué. Que faire d'un cadavre dans cet habitacle ? Et au mépris de toutes les lois de la physique, on dévisse une sorte de plaque sur le plancher de l'habitacle, on l'ouvre et on jette le cadavre à l'extérieur et on referme l'habitacle.
C'est curieux, n'est-ce pas? La première histoire qui arrive aux premières personnes qui quittent la Terre, c'est un enterrement. C'est-à-dire le premier événement qui arrive au moment où nous essayons de symboliser admirablement et le mieux possible le progrès, le premier événement, c'est la mort. Voilà un premier parallèle avec l'histoire de Challenger. Et quelques heures plus tard, en poussant le rideau d'un hublot, les occupants, tout à coup, s'aperçoivent qu'il y a entre eux et les planètes, entre eux et les objets observés, une sorte d'objet absolument fixe par rapport à l'habitacle, qui donc suit l'habitacle avec la même vitesse que lui et qui probablement est devenu son satellite en vertu des lois de la mécanique. Et tout d'un coup, tout le monde s'aperçoit que c'est le cadavre du chien satellite qu'on avait jeté par la trappe. Bien entendu, s'ils avaient été sur la Terre et s'ils avaient enterré le cadavre, la Terre aurait fait oublier le cadavre parce qu'on piétine la Terre et on marche sur la Terre sans savoir quelle est la maison des morts, la maison de tous les morts depuis que le monde est monde. Mais lorsque seulement une mince plaque métallique sépare les pieds des hommes du vide transparent, eh bien le cadavre revient. Si la Columbiad est réellement le symbole du progrès scientifique, de l'avancée des sciences vers le Nouveau Monde, alors quelle est sa source? Le fond de ce puits sombre et obscur qu'est le fond du canon. C'est de là que vient le voyage. C'est des profondeurs de la Terre que vient le voyage vers le ciel. Mais en plus, dans les profondeurs de la Terre, il y a un tombeau, c'est-à-dire la mort du chien. Et ce chien mourant suit le progrès tout le temps, tout le temps, tout le temps. Contrairement à ce que nous pensons, l'obscurité de départ n'est pas supprimée par la clarté du voyage. La science est claire, précise, distincte, parfaite rationnellement. Elle vient d'où? Nous ne le savons pas. C'est noir, obscur, profond, mythique. On dit quelquefois religieux, c'est-à-dire des contenus irrationnels qui n'ont rien à voir avec la clarté rationnelle. D'une certaine manière, un progrès se paie toujours par une régression ailleurs. L'explosion de la fusée Challenger est un accident. D'une certaine manière, le chien qui suit ce voyage des 3 hommes vers le Nouveau Monde, c'est l'ensemble des problèmes des sciences qui nous poursuivent tout le temps dans notre avancée vers la clarté.
Chercher les origines de la science ne peut être qu'une légende, mais elle commence sans doute ainsi, par des groupes d'hommes, sachant qu'ils vont mourir un jour, et à partir de là s'organisent et inventent la meilleure façon de comprendre. Cela commence il y a quelques milliers d'années. Il y a 200 000 ans, l'homme tel que nous le connaissons apparaissait. C'était une population d'une centaine de milliers de personnes. Elle est située quelque part entre l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et la péninsule indienne. Il y a une universalité en effet de l'espèce humaine, et d'ailleurs la nomination homme est assez bien choisie, puisqu'elle vient de humus, qui veut dire la terre. Cela voulait dire autrefois cette race autochtone, c'est-à-dire qui est sortie de la terre-mère, ou qui a été modelée à partir de la terre, selon les textes bibliques par exemple. Il s'agit là de désigner aussi une sorte d'universalité. Ce dont nous n'avons pas l'universalité, c'est le savoir. Nous n'avons même pas la définition. Les premiers hommes que nous connaissons sont nés en Afrique, sans doute après un accident géologique. Il y a eu ce qu'on appelle l'ouverture du rift africain. Le milieu de l'Afrique s'est relevé et un seuil est monté jusqu'à environ 1500 mètres d'altitude. Ce seuil a arrêté les nuages venant de l'ouest. Ainsi, la partie est du rift africain s'est desséchée et d'un milieu de forêt, on est passé à un milieu de savane. L'ensemble de la forêt était peuplé de singes. Après le bombement du continent africain, les singes de la partie est ont commencé à vivre dans un milieu de savane sans arbres. Pour ce faire, ils ont dû s'adapter, ils ont évolué. Les squelettes de ces premiers hominidés ont été retrouvés dans cette partie est de l'Afrique, comme cette jeune fille, si célèbre, Lucie, morte au bord d'un lac il y a 3,5 millions d'années. Dans la partie ouest, les singes sont restés. Ils y sont toujours. Ce sont les peintures retrouvées dans des grottes du Tassili, mais aussi sur d'autres continents, les grottes d'Altamira en Espagne, de Lascaux en France, ou d'autres encore en Patagonie, les premières traces des hommes qui vivaient là. Il y a 10 000 ans, nous étions 2 millions d'individus.
Faire du feu à volonté, cuire les aliments, se réchauffer, effrayer les bêtes, l'homme n'est plus vraiment un chasseur comme les fauves. En contrôlant le feu, il comprend l'autre feu, celui pareil au sien qu'il vient d'inventer, celui de la foudre, des forêts, des volcans. Le feu maîtrisé, la science est née? Non, la technique oui. Nous pouvons dire ce que sont certaines pratiques. Nous pouvons dire ce que c'est que tailler un biface avec la pierre. Nous savons à peu près ce que peut être l'agriculture dans les temps les plus reculés. Et il s'agit là en effet de pratiques telles qu'elles résolvent le problème de la faim, elles résolvent le problème de la soif, elles résolvent le problème de l'habitat, et ainsi de suite. Mais de ces pratiques à la science, le chemin est très long. Donc, la théorie pratique est une source possible. Mais il faut la lier à beaucoup d'autres sources pour qu'à un moment, elles se rencontrent et que cela fasse ce grand chemin qu'on a appelé, depuis assez récemment, la science. Avant-hier, grâce à Lucie, l'homme avait environ 3 millions d'années. Voici que hier matin, un chantier met à jour une dent et un crâne de 4 millions d'années, et je dois rectifier ma réponse. Par conséquent, au point de vue de l'origine, on est tenu à l'état des chantiers de recherche, à l'état de l'archéologie, et il varie tout le temps. Étant donné la complexité du problème des origines, à partir de là, on peut raconter des histoires simples. Et des histoires si simples qu'on peut les trouver postiches, ou qu'on peut les trouver comiques. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires reconstruites. Par exemple, on peut dire que sur les grottes de Lascaux, il y a des couleurs. Ces couleurs viennent effectivement sans doute d'une technique qui permet d'extraire des colorants. Ce serait là l'origine de la chimie. Qui empêche de le dire? La préhistoire est un merveilleux moment pour les préhistoriens. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire commence avec l'écriture. Mais avant l'écriture, nous ne savons rien. Et par conséquent, on peut bâtir toutes les histoires imaginaires et postiches que l'on voudra. 9 sur 10 des livres de science commencent par la phrase suivante: s'il s'agit d'un livre d'astronomie, de tout temps, l'homme a observé le ciel. S'il s'agit d'un livre de chimie, de tout temps, l'homme a voulu traiter de la matière. S'il s'agit d'un livre de mécanique, on dit de tout temps, l'homme a observé les corps tombés. De tout temps, l'homme a fait ceci ou cela. L'homme. Qui sait ce que ça veut dire l'homme? Voyons, si nous avions un film à faire, je demande de mettre sur l'écran cette image-là, l'homme. Cet homme-là,
il sera blond ou brun, il sera homme ou femme, il sera petit ou grand, il sera habillé en blanc ou en noir, il sera chaussé de quelle manière. Voyons, qu'est-ce que je vais mettre autour de lui? Quel environnement naturel, technique? Quels outils vais-je mettre dans ses mains? L'homme n'existe pas. Il est aztèque, maya, chinois, du nord ou du sud. Il est grec, il est égyptien, il est français, il est anglais. Mais voyons, de quelle époque? 20 000 ans avant Jésus-Christ, 25 000, 10 000, 4 000, 3 000? Cet homme n'a jamais pensé la même chose. Il n'avait pas les mêmes semblables autour de lui, il n'avait pas les mêmes idées, il n'avait pas les mêmes usages. Et par conséquent, il ne pensait pas la même chose. Et voyons, il observait le ciel, dit-on, mais quel ciel? Pour nous, lorsque nous regardons le ciel, si nous le regardons encore, étant donné les lumières des villes qui nous empêchent de le voir, si nous le regardons encore, que voyons-nous? On voit des étoiles, des planètes et quelquefois des galaxies. Mais pas du tout. Il y a 3 siècles, on ne voyait pas de galaxies. Il y a plusieurs milliers d'années, on ne savait pas distinguer les étoiles et les planètes. Et dans combien de cultures le ciel est simplement une voûte trouée qui laisse passer des rayons lumineux? Et dans combien de cultures ce ciel est plat, rond ou de telle et telle forme? Et par conséquent, le ciel ne veut pas dire la même chose pour un Égyptien, pour un Grec, et même pour un occidental qui soit du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'époque classique ou de nos jours. Ce n'est pas le même ciel, ce n'est pas le même homme. Il y a une histoire des hommes, il y a une histoire du ciel. Par conséquent, dire l'homme de tout temps observa le ciel est entièrement privé de sens. Il faut là bien comprendre que cet homme universel, je ne peux pas vous le montrer sur l'écran de télévision. C'est que peut-être il n'a jamais existé. Nuit après nuit, dès le début des âges, l'homme a cherché dans le ciel des repères. Ces dessins que formaient des étoiles par endroits dans le ciel et qui revenaient toujours à la même place ont dû fournir ses premiers repères, des orientations, des directions. La navigation naît avec l'humanité. Non plus un tronc creusé qui suit le courant d'un fleuve, mais la voile et l'éloignement des côtes, impliquant la maîtrise d'une technique et la connaissance du ciel pour se repérer. À Wadi Hammamet, par exemple, en Égypte, des sculptures à même le roc représentent les premiers bateaux à voile. Là aussi, la science est née avec la navigation? Non. La technique, oui. Le Gange pour l'Inde.
le Nil pour l'Égypte, le fleuve jaune pour la Chine, le Tigre et l'Euphrate pour la Mésopotamie, berceau des 4 grands foyers où la civilisation va naître. En reculant chaque fois peu à peu, on découvre les bordures vertes qui les longent, légende de champs cultivés, irrigués, légende de ce moment où l'homme, il y a 10 000 ans, s'installe, plante et invente l'agriculture. Maîtrisant l'eau pour naviguer sur des troncs creusés ou pour irriguer les sols, maîtrisant l'air par la voile et la connaissance du ciel qui le fait s'éloigner des côtes, maîtrisant la terre en taillant la pierre ou quand par le feu il la modèle et la cuit, l'homme cesse de parcourir les monts et les vallées pour la chasse ou la cueillette. L'homme s'arrête près de ces grands fleuves, plante des graines, et de nomade, il devient sédentaire. L'invention de la roue remonte à ces temps-là. L'agriculture est née. La science, non, toujours la technique. L'agriculture maîtrise la terre, l'eau, l'air et le feu. Elle est une polytechnique des 4 éléments. Elle naît partout dans le monde entre 9000 et 7000 ans avant notre ère. Au Moyen-Orient, elle apparaît dans la culture des céréales et l'élevage des troupeaux. En Thaïlande, c'est la culture des haricots, des petits pois et des châtaignes d'eau qui prime. Au Mexique, on voit apparaître la culture des citrouilles et des gourdes. Les chiens y sont apprivoisés et utilisés pour la chasse. Le Moyen-Orient et la Grèce voient l'apparition de la rotation des cultures et celle de l'irrigation. Les Mésopotamiens ne se contentent pas de gérer les inondations de leurs fleuves, mais construisent digues et barrages, de manière à y conserver l'eau. La Chine cultive le riz et le millet à partir de 7 millénaires avant notre ère. Et les habitants d'Amérique, en moins 3500, cultivent déjà le maïs. La technologie agricole commence par des bâtons pour creuser le sol et des bêches élémentaires. Allez. Dès lors, une nouvelle classe de gens apparaît, les artisans, capables de fabriquer des objets en utilisant l'argile, ou d'autres encore, fabriquant des outils de plus en plus sophistiqués, capables de travailler le métal. Ces artisans, ni paysans, ni chasseurs, constituent le point de départ de l'existence des cités. La société devient plus complexe, les relations et les dépendances entre ses membres s'intensifient. Toutes ces histoires de la découverte du feu, des premières pratiques de navigation et ainsi de suite, sont bien entendu des histoires reconstituées. Mais du point de vue de la science ou de l'histoire des sciences, j'aimerais bien les nommer des légendes. Mais le mot légende a 2 sens. D'abord, le sens de histoire auquel il ne faut pas trop attacher de prix. Et puis, ce qu'il y a sous les cartes, comment il faut lire. Je crois qu'il faut donner à ces histoires le premier sens. Un sens sans doute intéressant, mais probablement parfaitement reconstruit. C'est comment il ne faut pas lire.
À cette altitude, le Nil ressemble à son dessin sur une carte de géographie. La légende est identique à ce qu'elle raconte. Partout sur la planète, lieu où il a commencé d'apprivoiser les bêtes, cultiver les plantes, s'entourer d'objets fabriqués, moudre des graines, tisser, colorer la laine, distiller l'alcool, fermenter vin et bière, techniques millénaires nécessaires à la vie d'agriculteur. Nous sommes à Malaha en Israël, à Mézil au nord-ouest de l'Inde, à Soubarda en Turquie et ailleurs encore, au bord de ces fleuves qui laissent voir sur leurs rives, en Chine, en Inde, en Égypte ou en Mésopotamie, des traces de villages millénaires, les premiers sillons humains. Nous sommes en 3500 avant Jésus-Christ. Nous sommes 20 millions d'êtres humains. Ici, en Égypte, les crues du fleuve ont déterminé complètement la vie des Égyptiens. Utiliser le limon déposé par les crues quand l'eau déborde sur les terres et la retenir en construisant des canaux d'irrigation et prévoir cet événement. Ces crues revenaient tous les 365 jours, au moment précis où une étoile, Sirius, apparaissait et disparaissait au lever du soleil. Ce fut le premier jour du calendrier égyptien. L'association entre les techniques agricoles et l'observation du ciel constitue une science appliquée. Cette science n'est guère possible sans une ébauche de mathématiques, et cette dernière dépendait de l'invention de l'écriture. L'écriture est inventée, et avec elle, l'aide-mémoire, le compte, le calcul. Dès lors, l'astronomie, la médecine, l'arithmétique, les principales disciplines scientifiques peuvent prendre leur nom en caractères cunéiformes ou hiéroglyphiques. Les nombres ont sans doute précédé les lettres. Alors là, oui, la science est née. Nous avons des tablettes en Mésopotamie, nous avons des papyrus, des papyri en Égypte, et en particulier le papyrus Rind, qui s'appelle le manuel du calculateur, où il y a 16 plus 9 égale 25. C'est-à-dire que 4 au carré plus 3 au carré égale 5 au carré. Que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés, ce qui est effectivement le théorème de Pythagore. Nous commençons à penser qu'il y a chez eux, avant les Grecs, l'émergence d'une pensée non pas géométrique, non pas générale, non pas de l'ordre des mathématiques grecques, mais de calculs que nous appelons désormais des algorithmes. Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations mises au point pour résoudre un problème donné. Un peu comme lorsqu'on pose une opération, on vous dit, vous le mettez en dessous, je pose tant et je retiens tant. Or maintenant, de façon un peu plus compliquée, les algorithmes sont utilisés pour résoudre des problèmes à l'intérieur de nos machines à calculer ou de nos ordinateurs.
nous commençons à avoir l'idée qu'il y a chez eux une pensée algorithmique qui n'est pas du tout la pensée géométrique des Grecs, mais qui est une mathématique réellement authentique. C'est que comme l'algorithme est très bien défini et qu'il est lié à un procédé donné pour un calcul donné, il n'est pas général. Et comme il n'est pas général, il n'était pas considéré comme scientifique. Et quand on étudie sur ordinateur, on ne fait pas de la mathématique en général comme le faisaient les Grecs. On fait plutôt des résolutions de problèmes singuliers, des simulations de problèmes singuliers. Mais comme on les fait très vite grâce aux ordinateurs, la vitesse de résolution obtenue par la généralité est égalée par la vitesse de résolution utilisée par les ordinateurs. Au fond, un calcul, une pensée, une écriture, c'est toujours une économie. Aller vite. La généralité permet d'aller vite. Et donc les Grecs étaient toujours arrivés les premiers, comme le lièvre arrive avant la tortue. Derrière, les Égyptiens et les Mésopotamiens faisaient un peu tortue. C'est-à-dire, l'algorithme résout les problèmes temps par temps et singularité par singularité. Mais dès le moment où ils ont été couplés à une vitesse de la machine, à ce moment-là, la tortue a rattrapé le lièvre. Et donc, tout d'un coup, cette fameuse naissance va sauter une culture, va sauter tout un âge. Notre mathématique, qui était grecque, qui était issue de ce fleuve principal né avec le théorème de Pythagore, vient de se décaler et avec l'arrivée des ordinateurs, fait confiance à la pensée algorithmique. Et tout d'un coup, notre temps, avec les ordinateurs, avec les algorithmes, se rattache peut-être plus facilement aux tablettes cunéiformes des Mésopotamiens qu'aux manuscrits grecs de la géométrie. Et il est vrai que le parallèle entre la pensée qui se développe aujourd'hui et ces premiers états de l'algorithme chez les Mésopotamiens, que le court-circuit est aussi facile à faire que le court-circuit entre la mathématique que nous utilisons et celle des Grecs. Mais une autre pensée peut nous venir. C'est que, à mesure que la science avance, et je disais en commençant qu'à mesure qu'elle avance, elle transporte avec elle ses pertes et ses profits. Comme la fusée lancée amenait avec elle ses conditions initiales, c'est-à-dire la mort et le cadavre du chien satellite. À mesure qu'elle avance, elle bifurque, elle invente, et elle invente du nouveau. Au fond, ce qui est intéressant dans l'histoire des sciences, c'est l'émergence de la nouveauté. Or, cette nouveauté, elle a eu lieu au XVIIe, elle a eu lieu au XVIIIe, elle a eu lieu dans telle science, dans telle culture, à tel moment. Elle a lieu aujourd'hui. Dans la mesure où un savant invente, et qu'il invente vraiment du nouveau, il fait émerger une idée, un théorème, une expérience, une théorie. Et faisant émerger une théorie, il résout aujourd'hui le problème de l'origine. Quand on commence la science aujourd'hui, elle commence aujourd'hui dans l'invention par tel ou tel d'un théorème réellement nouveau, par l'invention par un autre d'une expérience inouïe, par l'invention par un troisième d'une théorie complètement nouvelle. Et l'exemple de l'algorithme que je viens de donner nous permet de penser que dès qu'une théorie prend de l'importance, elle peut trouver dans une antiquité quelquefois oubliée un moment d'origine où se raccrocher. Et tout d'un coup, l'histoire bifurque, non pas aujourd'hui, mais fait bifurquer avec aujourd'hui la totalité de l'histoire des sciences. Comme si une invention d'aujourd'hui entraînait avec elle nouvellement tout le flux. Et cela n'arrive jamais dans les fleuves. Et cela arrive souvent dans l'histoire des sciences. 8, 7, 6,
We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission.